En plus, le premier million, il fait toujours du bien. Là, tu sais, comme moi, moi qui viens vraiment de pas grand-chose. Déjà, quand j'étais petit, en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Alors, je savais pas trop, tu sais, business, etc. Ouais. Mais j'adorais créer des choses. J'étais en short avec une casquette, je monte voir la patronne, je dis écoute, voilà, moi je cherche un stage et je vais devenir le meilleur. Un peu désarçonné, elle me dit ok, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben, je dis ok, moi c'est comme ça que je le fais. Elle me dit ok, j'aime bien le style, viens, essaye. Je suis le fondateur du groupe Easy Home Immobilier, donc, que j'ai fondé en 2019, tout seul, comme un grand garçon. Ouais. Puis maintenant, on est quand même une bonne équipe, on est 15, bientôt 16. Dans ce premier épisode d'Only Fun Business, j'interviewe Anthony, le fondateur du réseau d'agences immobilières Easy Home. Son entreprise connaît une croissance de dingue. Anthony était seul en 2019 et 3 ans plus tard, ils sont 15 et ont généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100% sur fonds propres. Cet échange était vraiment hyper enrichissant. Il m'a partagé son histoire hors du commun du jeune de cité voué à l'échec qui devient millionnaire, ses secrets pour croître dans un marché hyper concurrentiel quand tu es personne, comment il a fait pour recruter les meilleurs sales au restaurant, et il m'a également partagé des histoires incroyables lors du concours d'anecdotes business. Mais vous allez surtout découvrir une personne pleine d'humilité et de bienveillance que j'ai malmenée durant cette interview. J'espère qu'il m'en voudra pas trop après vous avoir partagé ces images. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce nouveau concept qui lie business et fun. Simplement, moi c'est Anthony, j'ai 30 ans. Ouais. Donc je viens de Belgique, Marche-en-Famenne précisément. Okay. Et je suis le fondateur du groupe Easy Home Immobilier, donc, que j'ai fondé en 2019, tout seul, comme un grand garçon. Ouais. Puis maintenant, on est quand même une bonne équipe, on est 15, bientôt 16. Donc Easy Home Immobilier, c'est une agence immobilière avec un concept un peu novateur, style start-up. Donc l'objectif chez nous, c'est de vraiment mettre à profit les nouvelles technologies, de faire en sorte de dépoussiérer un petit peu ce milieu, amener du fun et de la performance à toute personne qui se pose des questions en immobilier. Okay. Donc l'idée, c'est de faire du courtage, donc vente pour le compte de tiers, et de bien sûr prendre du plaisir à faire ce qu'on fait et d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Ouais. On va revenir dans le parcours, bien entendu, parce que là, donc tu me dis que tu as créé l'agence en 2019. Là, vous êtes déjà 15, c'est ça? On va parler un peu plus de chiffres. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de chiffres du coup sur l'agence, sur Easy Home, en termes par exemple de chiffre d'affaires, de nombre de transactions? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors ça tombe bien parce que j'ai vu le comptable il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Donc on n'a pas vraiment encore clôturé, mais je dirais qu'on va s'approcher du 1,7 million. Okay. 1,6 million, 1,7 million de chiffre d'affaires. En termes de transactions, ça fait plus ou moins, je dirais 180 actes passés. Donc c'est-à-dire vente conclue avec remise des clés du propriétaire vers l'acquéreur. Okay. Mais vu qu'on a une croissance assez rapide, on est sur un flux d'environ 300 transactions, dont certaines seront formalisées en 2023. Ouais. D'accord, ok. Donc ça, on parle par an, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, incroyable. Donc 3 ans, la boîte a été créée en 2019. Tu crées tout seul ta boîte en 2019. Ouais. 3 ans plus tard, tu termines la 3e année à 1,7 million de chiffre d'affaires et 15 employés. Dans ces eaux-là. Donc on va arriver, à mon avis, à peut-être même 16 employés parce qu'il y en a un qui va rejoindre nos rangs, mais on va voir s'il arrive fin décembre ou début janvier. Okay. Donc voilà, j'ai hâte de le voir. D'ailleurs, celui-là, il va être top. Et effectivement, donc 2019, j'ai fait l'année tout seul. Okay. 2020, 2 personnes sont arrivées au début de l'année, puis finalement Covid, confinement. Ouais. On a fait l'année 2020 à 4. Okay. Et puis 2021, je me suis dit, ça marche plutôt bien, on va développer ça. Et on a eu l'occasion de développer d'autres villes. Donc on est parti vers le nord, à Namur, puis un peu dans le Brabant wallon. Maintenant on est à Liège, on est aussi vers le Luxembourg. Donc on est vraiment bien présent en Wallonie. Quelques transactions à Bruxelles, mais on doit taper dessus encore. Et voilà. Ok, donc croissance exponentielle, concrètement. Il y a eu le Covid en plus qui vous a un peu stoppé, de ce que je comprends. Enfin, stoppé. J'ai calculé, je suis presque à x10 en 4 ans. x10 en 4 ans. x9,8. Ça fait chier à demi-cron près. Mais voilà. Non, on est super content. Comment tu as fait concrètement? C'est quoi ton parcours? Avant de lancer la boîte en 2019, c'est quoi le parcours qui fait que tu te dis, OK, en 2019, je lance ma boîte? Eh bien, disons que ça remonte quand même à
Ouais, je pense déjà quand j'étais petit, en fait, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Alors, je savais pas trop, tu sais, business, etc. Mais j'adorais créer des choses. Donc, que ce soit des bricolages quand t'es gamin, que ce soit des jeux avec des copains, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais faire quelque chose. Et ce qui m'animait, en fait, c'était d'amener de la nouveauté, de la plus-value, du contact avec les gens. Au niveau scolaire, donc j'ai été à l'école à Liège, donc une ville ici du côté de la Wallonie, parce que je suis bien qu'on est un peu loin. Et donc voilà, études, bon pas un parcours, je pense que comme tout bon entrepreneur, pardon, un parcours un peu compliqué. Mais par contre, j'ai eu la chance de terminer mes études. Donc il y avait une formation au Rivageois à Liège d'un baccalauréat en immobilier. Je te raconterai une petite histoire après avec ça d'ailleurs. Et finalement que j'ai terminé, puis j'ai fait, en sortant, donc j'ai fait plus ou moins 8 mois chez Century 21. Ok, Tu alors vois. attends, je la refais. Donc du coup, tu vas à l'école, ça se passe moyennement bien, c'est ça? Bah, ça va, les secondes, la primaire, tip top. Ma Ouais. mère, elle était fière comme pas possible. Ouais. La secondaire, par contre, ben, tu commences plutôt à te dire, ok, je préfère aller me promener, je préfère aller boire un verre avec les copains que d'aller en classe. Donc le secondaire pour nous, c'est le collège ou c'est le lycée, non? C'est ça? Ouais, c'est l'équivalent. Ben, en tout cas, c'est entre 14 ans? 15 et Ok. 18 ans. Donc c'est le lycée chez nous, ok. C'est Donc ça. là, oui, ok, tu commences à vouloir t'amuser, à vouloir faire autre Mais chose. je passe entre les mailles du filet, ça se Ok. passe pas trop mal. Je sors avec mon diplôme. Donc chez nous, ça s'appelle un CESS. Je ne sais pas si vous avez ça aussi. Puis après, ben, je ne savais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, ben, tiens, je vais faire. J'aime bien la brique, j'aime bien les gens. Donc pourquoi pas faire un bac en immobilier? En me disant, de toute manière, j'ai 20 ans, même pas, j'en avais 19 à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, je vais lancer un truc. Je vais faire un peu d'études, etc. Puis on verra bien. Donc dans la région où je suis, à Marche, il y avait une agence Century qui venait d'ouvrir. Et pour le coup, je me suis présenté. Alors, je ne vais pas te la refaire parce que c'était mémorable, mais je sors de ma voiture, je mets les 4 feux, j'étais en short avec une casquette, je monte voir la patronne, je dis écoute, voilà, moi je cherche un stage et je vais devenir le meilleur. Un peu désarçonné, elle me dit ok, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben, je dis ok, ben, moi c'est comme ça que je fais. Elle me dit ok, j'aime bien le style, ben viens, essaye. Et finalement, elle venait d'ouvrir cette agence, je pense qu'il y avait 7-8 mois, un truc comme ça. Elle tournait avec une dizaine de maisons et appartements en vente en permanence. Je suis arrivé au mois de juin, donc j'avais jamais fait vraiment de prospection, j'avais jamais fait de vente. Et je crois qu'en 4 mois, on avait un portefeuille d'une 50aine de biens. Ok, donc Donc, tu arrives là-bas vraiment avec du culot. Donc tu arrives, bonjour madame, rien à embauchez-moi. perdre. Ouais. Je veux dire, écoute, voilà, de toute façon, vous démarrez, moi aussi, essayons un truc, quoi. Et j'avais quoi, 22 ans, 23 ans? Ok. Ouais, donc tu vas vraiment au culot, tu t'essayes et puis tout de suite ça prend, c'est ça? Ouais. Tout de suite ça prend. Bah, j'aime bien. Tu t'amuses? Je m'amuse, alors je te cache pas que. Un peu comme aujourd'hui, un peu de stress, tu sais, avant de démarrer. Tu prends ton téléphone, bon, qu'est-ce que je vais lui dire? Il est écrit en grand pas d'agence immobilière. On va commencer par bonjour. T'as une agence? Bah oui, non merci. Bah, tu vois, un petit peu les débuts un peu compliqués. Et finalement, bah, tu as un rendez-vous, puis un deuxième, puis tu commences à te prendre au jeu, tu apprends. Et là aussi, directement, j'ai vu qu'il y avait vraiment un truc à faire déjà à ce moment-là en me disant, bah tiens, c'est marrant. Les clients me disaient, monsieur, vous avez beaucoup plus parlé de moi que de la maison. Et ça, c'est ce que j'apprends encore aujourd'hui à mes équipes. Alors évidemment, le bien immobilier, il est important, mais l'humain, la personne qui est derrière, c'est fondamental. Et cet aspect, finalement, ben, je l'ai un peu développé parce que dans les formations que j'ai reçues, que ce soit chez Century, que ce soit chez d'autres, j'ai pas vraiment retrouvé cette volonté, je veux dire, de vraiment comprendre le projet de la personne, de vraiment vouloir l'aider, de vraiment vouloir amener. Ouais, de ne pas être centré sur l'humain, c'est ça? Ouais, donc c'est ok, autant de mètres carrés, il y a 3 chambres, il y a un jardin, etc. Mais il manquait un petit peu cet aspect. Je pense que c'est une force qu'on a aussi chez nous. C'est ce qui a fait, je crois, le succès qu'on connaît aujourd'hui et qui le fait toujours d'ailleurs. Et voilà, et du coup, ben, vu que l'agence où je suis allé après était une plus grosse société, bon, j'étais très bien chez Century, mais finalement, bah, tu sais, quand tu es un bon élément dans une petite structure, bah, tu prends vite le lead et tu fais à peu près tout. Et le reste, ça suit. Et je me suis dit, bon, ok, j'aimerais quand même bien pouvoir avoir quelqu'un derrière, une structure un peu différente. Et donc, j'ai switché pour aller dans une agence qui était ERA à ce moment-là, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et là, j'ai fait 4 belles années, j'ai rencontré des super personnes. Et là, j'ai eu une meilleure formation. Ouais. Ma maman m'a toujours appris que bah, finalement, que quand tu fais quelque chose, bah, il faut le faire avec de l'amour.
Il faut le faire avec de l'amour, il faut le faire bien. Et moi, je savais que si je ne le faisais pas, du moins pour moi, si j'avais pas cette pression de l'échec, ben, je ne me donnerais peut-être pas à 100%, je ferais peut-être pas les choses à fond. Mais c'est moi. Je veux dire, dans mes collaborateurs, j'en ai qui, eux, certes, cherchent, qui vont le faire très bien, parfois même mieux que moi, mais avec une certaine sécurité. Moi, j'ai besoin de sauter de l'avion sans parachute. Je l'attraperai en vol. Tu vois. C'est comme ça que je fonctionne. Et je pense que j'ai la chance de me connaître déjà très bien et de déjà me connaître très bien quand j'avais cet âge-là. Parce que je voulais offrir vraiment de la qualité. Ok, ah ouais, c'est hyper intéressant ça. Donc c'est vraiment, tu te connais, tu sais que tu marches mieux à la pression. T'es un peu un gars du dernier moment, non? Ouais, t'as dû le remarquer. Ok. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Donc tu marches à la pression et tu te dis ok, je vais le faire, mais à mes conditions. Et donc tu avances et puis donc tu fais ta première agence, la deuxième agence. Et alors en tant qu'indépendant, c'est pas encore ton entreprise. Exact, t'es ouais. indépendant. Donc Alors, c'est sous-traitant. Ouais. Tu étais sous-traitant, ok. Et c'est quand qu'arrive ce moment où tu te dis, raconte-nous un petit peu ce moment où tu te dis, allez, c'est bon, là, je lance ma boîte. Bah, disons qu'il y avait voilà, de très bonnes choses là où je suis passé, d'autres qui me correspondaient un peu moins. Une question de vision, une question d'envie d'innovation, peut-être certaines idées que je ne pouvais pas mettre en pratique parce que ça manquait peut-être d'investissement, une certaine cohérence dans les choix. Après, voilà, c'était leur business et ils le gèrent très très bien à leur façon, mais qui finalement, leur vision, bah, tout doucement, la mienne évoluant parce que, un peu comme toi, j'aime bien de me documenter, j'aime bien de lire des choses, j'aime bien d'apprendre sur le mindset, sur l'entrepreneuriat. Et puis sur l'innovation, je me suis vite ennuyé en me disant, ok, ça fait 3 ans que je fais la même chose, de la même manière, que je répète les mêmes mots. Et finalement, il y a des choses qui sortent, le monde évolue, on va avoir des nouvelles technologies, on peut les utiliser, on peut amener un meilleur service, on peut amener une vraie plus-value aux gens, tu vois. Et finalement, voilà, je me suis dit, bah, tout compte fait, si je dois encore une fois tout faire, bah, autant le faire pour moi. Au début, ce n'était pas l'idée de créer une multinationale, c'était vraiment l'objectif de faire un truc qui me plaît, de faire un truc qui va vraiment amener de la plus-value. Actuellement, il y a encore peu d'entreprises immobilières parce que finalement, on passe plus d'agence, nous, à start-up innovante, si tu veux. Enfin, je n'ai pas encore défini le mot. Mais en tout cas, dans le principe des agences immobilières, les choses fonctionnent bien. Donc, ça veut dire qu'ils estiment très bien les maisons, ils sont très professionnels et il y a plein de choses qui sont bonnes. Cela dit, moi, j'avais envie d'amener une dimension plus humaine, plus technologique, un peu plus jeune, un peu plus dans l'air du temps. Et visiblement, ben, j'avais pas tort. Donc, ici, c'était vraiment une volonté de faire différemment. Voilà. Et encore une fois, de sauter sans parachute en me disant, bah, ok, je vais le faire, je me plante, bah, j'entraîne pas tout le monde avec moi, on verra ce que ça va donner. Mais je veux aller au bout de mon idée et je veux faire en sorte que les choses se passent, quoi. Ok, donc c'est vraiment une question de feeling. C'est ça qui est intéressant parce que tu sais, il y a plusieurs façons de créer une boîte. Toi, c'est plutôt de se dire, c'est un feeling de se dire, on peut faire plus innovant, t'as envie. J'ai envie en fait, j'ai envie d'essayer. J'ai envie de faire un truc. Alors je sais pas quoi. Bah, si, soyons clairs, j'avais une petite idée. Et finalement, bah, en fait, pas tellement comment, mais je voulais tester des choses. Moi, ce que j'aime bien, c'est de prendre quelque chose qui marche ou que je vois dans un secteur et de l'utiliser dans le mien. Tu vois. Donc je prends l'exemple de la prise de rendez-vous en ligne via Calendly. Bah, vous, par exemple, vous utilisez beaucoup ça, tu vois, après des appels, bah, pourquoi pas le tester en IMO? Ou bien, tiens, c'est marrant ça, aux États-Unis, on fait des visites 3D, alors pas une simple visite où on change de pièce, mais vraiment une numérisation du bâtiment. Mais ça pourrait être pas mal, parce que dans ma région, c'est assez touristique, il y a des gens qui viennent de 100 km, 200 km qui viennent acheter chez nous. Bah, pourquoi pas les projeter dedans, de la réno virtuelle, etc. Et finalement, ben, on en est arrivé à, enfin j'en suis, du coup en 2019, puisque j'étais tout seul, à mettre tout ça en place. Et ça a bien marché. Ok, donc pour recentrer, ouais, toi, tu as vraiment l'innovation à mettre en fait dans ton secteur. Tu trouves que c'est un peu classique, un peu arriéré de ce que je comprends, enfin du moins très traditionnel. Classique, très traditionnel. Alors au départ, vas-y, c'était vraiment au niveau des outils, des techniques, des photos. Notamment, on était les premiers à changer. Par exemple, s'il faisait gris, on mettait un ciel bleu. Je me rappelle, une de mes premières ventes, c'était une maison du côté de Namur. Parce qu'on était déjà, en fait, c'était marrant. Je venais de lancer le truc et j'étais déjà appelé à 50 km de chez moi pour venir faire des estimations. Donc, c'était assez drôle. En plein hiver, je fais des photos, bourrées de neige, piscine complètement ouverte, rénovation virtuelle. Les gens, ils calaient pas parce qu'à ce moment-là, en 2019, on n'avait pas encore toutes ces habitudes. Donc, je pense qu'une partie aussi de ce qu'on a fait a permis aux autres de se remettre en question. Aux concurrents, tu veux dire? Ouais, okay. Ça ne fait pas mes affaires, mais ouais. Et pour le coup, bah, tu avais une maison, si tu veux, avec la piscine. Moi, je voulais vraiment montrer la piscine comme elle était en été. Parce que là, avec une bâche, avec de la neige, etc. Donc, tu avais vraiment la piscine avec
le banquet rail autour qui était nickel, comme si on était en plein été, mais avec de la neige autour, tu vois. Donc, finalement, ça, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais ça a beaucoup plu aussi. Pour différencier un petit peu, c'est l'innovation que tu as apportée, quoi. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la mise en valeur du dossier, d'amener de la visite virtuelle, d'amener du drone, un petit peu de vidéo, d'amener des rénaux, d'amener des ciels bleus quand il fait gris, etc. Mais après, je me suis rendu compte que, et à force de certaines lectures, de suivre des gens un peu comme toi sur les réseaux aussi, il y avait aussi cet aspect, dans la vente. Tu sais, tu fais une visite avec un agent immobilier, généralement, il va te dire, ah ben voilà, vous avez une chambre, elle fait 16 mètres carrés, vous avez des châssis double vitrage, vous avez une toiture en tuile ou en ardoise, peu importe. Mais ce que j'ai remarqué, c'est, et ce qui ne se faisait jamais, et ce que je ne faisais jamais non plus avant, c'était de s'intéresser à la personne. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que tu sais, le client, il visite une maison, il sait bien que c'est une chambre. Hein. Tu n'as pas besoin de lui dire, il sait bien que c'est une salle de bain, il sait bien que c'est une cuisine. Il te pose 2-3 questions techniques, ok, tu lui réponds, mais le plus important, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Comment vous voyez votre avenir? Tiens, et ok, vous êtes loin du boulot, comment ça va améliorer votre qualité de vie d'acheter cette maison-ci peut-être? Vivre ici, comment vous voyez ça? Ah, vous voulez je sais pas moi, un nouveau projet, vous voulez un bébé, etc. Ben, regardez la chambre là-bas, comment vous allez la décorer? Et finalement, aujourd'hui, j'ai remarqué que, c'est parce que j'y pense en te parlant, mais la plupart de nos formations, parce qu'on forme nous-mêmes nos commerciaux, on forme nous-mêmes nos équipes, on forme nous-mêmes même nos admins, l'objectif c'est vraiment de trouver comment on va améliorer la vie de la personne. Parce que finalement, quand tu prends du recul, ben c'est ça. Une vente, un achat. La maison, l'appartement, c'est super important, mais quel est le projet? Comment cette transition va améliorer la vie des gens? Donc je pense que la vraie innovation, en fait, elle est là. En fait, il y a vraiment une rupture de pattern parce que c'est vrai que dans l'IMO, tu es sûr, je vends un produit et toi, tu t'es dit non, je ne vais pas vendre un produit, je vais vendre une transformation. Je vais vendre vraiment une transformation de vie à une personne, je vais m'intéresser à la personne et je vais trouver le bien qui va transformer sa vie. Mais tu n'es plus sur vendre un bien, tu es vraiment sur vendre une transformation d'une vie et d'améliorer un quotidien. Oui, bien sûr, et alors au-delà de ça, c'est un accompagnement. Je veux dire, c'est vraiment un petit peu comme toi, je pense, du coaching, dans le sens où, moi, la grosse majorité de mon temps, c'est de conseiller les propriétaires. Okay. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas simplement l'aspect technique des choses, c'est pas de faire les plus belles photos, c'est pas de faire la plus belle visite virtuelle, parce qu'on pourra toujours faire mieux, mais c'est vraiment, comme disait ma maman, quel amour on met dans ce qu'on fait, finalement. C'est très bon. Il est bon. Ok, ouais, c'est hyper intéressant parce que j'insiste là-dessus parce que c'est important quand on crée une boîte, quand on crée un concept, ou même quand on a déjà une boîte qui tourne, mais qui tournote, j'ai envie de dire, qui stagne un petit peu, c'est souvent parce qu'on ne s'intéresse pas au bon problème ou on ne s'intéresse pas à la bonne chose. Et en effet, tu as mis le doigt sur la chose intéressante et tu t'es dit, ouais, on peut innover, on va apporter de l'innovation, mais en même temps, ce qu'il faut faire, c'est vraiment s'intéresser aux gens et être un bon vendeur et pas seulement être un bon agent immobilier. Donc, ça veut dire pas être bon à prendre des photos et bon à faire un dossier, mais être bon dans la relation client que je vais créer. Mais je pense que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que notre métier, c'est du service. Donc, c'est vraiment d'amener en fait une amélioration dans la vie de quelqu'un. Tu sais, que ce soit de l'immobilier, que ce soit même pour une voiture ou n'importe quel genre de choses, les gens, en fait, ils achètent un changement de vie, ils achètent une amélioration de leur qualité de vie. Ils s'en foutent de moi, ils s'en foutent que j'ai fait des belles photos, ils s'en foutent de mon chiffre d'affaires. Ce qui compte pour eux, c'est quelle plus-value ils vont en retirer pour leur avenir. Et je pense que ça, c'est fondamental de le comprendre. Ouais. Et moi, mon rêve, c'est que tout le monde le comprenne. Et ceux qui ne le comprennent pas, ils peuvent venir travailler chez nous. Et on va revenir à la fin sur vraiment des conseils business, sur ce qui a fait que tu as développé l'entreprise, ce qui a fait que tu es passé de 0 à 1,7 million cette année et à 8 millions l'année prochaine et on te souhaite 30 millions dans 2 ans. Ouais, ça serait top. Donc, on aurait une vraie jungle derrière, alors on ferait en Thaïlande. On n'aurait pas un décor. Ouais. Mais donc voilà, concrètement, là on va passer à la partie d'après. Okay. On va passer au concours d'anecdotes. Ok, donc on vous briefe ça dans 2 minutes, on installe le décor et on revient. Je t'explique Anto le concept. Alors Anto ignore complètement ce qui va se passer, je lui ai juste dit de préparer des anecdotes. On va faire un concours d'anecdotes business. Okay, donc chacun notre tour, on va dire une anecdote qu'on a vécue. Okay. Elle peut être vraie, elle peut être fausse. Le rôle de l'adversaire, donc si moi je dis mon anecdote, tu vas devoir trouver si elle est vraie ou si elle est fausse. Okay, c'est un contenu qui existe déjà sur YouTube, qu'on a repris pour cette interview, mais c'est que des anecdotes business. Toi, tu es mentaliste, tu vas me capter direct, c'est pas possible. Eh bien, écoute, on va voir, mais il y a un enjeu. Okay. Celui qui perd, donc ça va jouer en 3 manches. Ouais. Okay, 3 manches, donc en tout il y aura 3 points distribués. Celui qui à la fin aura le moins de points, okay, il va devoir manger ou boire
ce qu'il y a dans cette boîte mystère. Je ne l'ignore complètement. C'était le but de m'isoler complètement de la préparation pour pas savoir et avoir vraiment la pression. J'aurais pas voulu jouer sinon. Non, je pense pas. Je sais qu'elle a préparé un truc qui est pas cool et qu'on n'a pas envie de manger, toi comme moi. C'est de la nourriture au moins? Je sais pas. C'est vivant? Non, c'est Je sais pas. Il y a je sais vraiment pas du sais tout. pas du tout. Oh là là. C'est pas pour le jeu, je ne sais pas du tout. Donc ce qui va tomber dans cette boîte, enfin le perdant a pas envie de perdre. Ok. Donc il y a de l'enjeu. Ok. Donc pour déterminer qui va commencer le jeu, j'ai inventé un jeu qui s'appelle le jeu pour définir qui va commencer le jeu. J'aime bien brander toujours mes éléments. Donc Anto, tu as 60 secondes pour me donner envie de travailler avec EasyHome. Pas en tant qu'employé, mais en tant que vendeur. Je suis vendeur d'un bien immobilier, tu as 60 secondes pour me convaincre D'accord. que je dois te confier la vente de mon bien. Ok, tu sais, je pourrais commencer par te dire que on a la plus grosse agence de la région, que forcément, vu qu'une maison sur deux qui se vend dans la région se vend chez nous, ce qui fait qu'en sachant que les gens visitent entre 5 et 8 maisons avant d'acheter la leur, il y a 90 chances sur 100 qu'on est probablement dans notre base de données déjà l'acheteur. Je pourrais te dire tout ça. Et je pourrais te dire aussi que ta maison sera super bien mise en valeur, que les gens en 3 secondes, ils ont décidé de sélectionner, de rejeter définitivement une maison, donc la mise en valeur est super importante. Je pourrais même te dire qu'on va pouvoir toucher des personnes qui ne sont pas de la région grâce à des systèmes de visite virtuelle, mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important que j'ai à te dire, c'est qu'au final, ta maison, elle va se vendre. Que ce soit avec nous, que ce soit avec quelqu'un d'autre ou même toi tout seul. Moi, je ne suis pas là pour vendre ta maison, je suis là pour finalement faire en sorte que tu en aies le meilleur prix possible. Et ça, comment est-ce qu'on va arriver à faire ça en mettant les gens en concurrence? Comment on met les gens en concurrence? C'est simplement en amenant suffisamment de gens, en découvrant leurs besoins et en sachant exactement quel est l'élément déclencheur chez eux qui va faire qu'ils vont te faire la meilleure offre possible. Bon, est-ce qu'on est convaincu pour dire que le pitch donne envie en effet de travailler, c'est clair. En plus, c'est marrant parce que tu utilises quelque chose qui est assez amusant comme technique. C'est bon, je vais pas te dire que ça, je vais pas te dire qu'on est les meilleurs, je vais pas te dire ceci, même si je le pense concrètement, mais je vais pas te dire. Par contre, ce que tu dois savoir, hyper bien tourné, ok, on est convaincu. Moi, je te donne le point. Je vais visiter une maison. Donc en fait, c'était un ancien café. Le gars en fait avait un espace café en bas, un appartement au-dessus. Et alors, il était colombophile, donc il avait tout un espace pigeon au-dessus. Donc, situation un peu compliquée, le RECA, etc. Son café ferme, difficile de vendre le bâtiment. Et le gars nous appelle tranquillement, etc. Il m'explique un petit peu, tu sais, maintenant qu'on fait une belle phase découverte, qu'on explique vraiment, qu'on cherche vraiment à savoir le pourquoi, du comment, et finalement souci financier. Et on fait le tour de la maison. Donc on commence par le commerce en bas. Il cherche des tels, tu sais. Ouais, je guette. Puis l'appartement, le pigeonnier. Et finalement, quand on arrive dans l'appartement, on a presque fini le tour. Et il me dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et je dis, mais monsieur, le coffre là, il est toujours fonctionnel? Mais oui, il l'ouvre. Je te le promets, un lingot d'or. Un lingot d'or. Je sais plus te dire si c'était un 500 grammes ou 1 kilo, mais un lingot d'or. Le mec, tout chill, il me dit « Ah oui, je l'avais oublié celui-là. » Ok, donc, alors en même temps, c'est ouf, et en même temps, c'est possible. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Donc, je récapitule l'histoire. Normalement, on n'a pas le droit de trop de questions, mais je vais te reposer, j'ai le droit de te poser 2 questions. Okay. Du coup, il est fan de pigeons, donc il y a un espace pigeon. Pas encore avant. Premier rendez-vous, première fois que je le vois. Okay. Et donc, du coup, tu visites son bien, et il y a l'espace pigeon, donc il y a son appart au-dessus et l'espace pigeon en dessous? L'inverse. C'est l'inverse? Ok. C'est un appartement, c'est pas une maison, du coup. Café. Appart. À mon avis, où il vivait, et au-dessus, un pigeonnier. Et il y a un lingot d'or dans le coffre? Il y a un lingot d'or dans le coffre. Ok. Il cherche, il a vraiment pas envie de manger ce qu'il y a là-dedans. Non, j'ai pas envie. Mais en même temps, je suis en train de me dire, est-ce que tu ferais pas exprès de rire un peu pour m'induire en erreur? Et en même temps, c'est pas évident. Elle est pas évidente. Je dirais que ton anecdote est vraie. C'est vrai. Elle est vraie? Elle est vraie. Ah, salaud. Un point. Elle est vraie, ouais. Super. 1 point pour moi. Ah, si. Ok. Impressionnant, quoi. Un lingot d'or. Mais le mec, en plus, tu sais, il dit que c'est pas évident pour lui, il dit que c'est pas facile, etc. Puis il sort un lingot d'or, mais tu sais, ça vaut, je sais pas, 25 ou 50 000, ça dépend si c'est...
Ah, je l'avais oublié celui-là. Le gars, il t'appelle. Ah, parce que le gars, il te dit en plus qu'il n'y a pas trop les moyens et tout. Ah ouais, mais je te promets. Enfin voilà, le gars, tu sais, le café, un mec, 77 ans. C'est comme ça qu'on dit d'accord. par chez vous. Ouais. Presque 80. 77, c'est ça. Et, et il ressort son lago d'or du coffre. Mais tu sais, moi, déjà, j'ai pas de souci financier. Je trouve un lago d'or, je saute au plafond. Lui, tout calme. Oh, je l'avais oublié. Enfin, tu vois, moi, ça m'a marqué. Ok, à mon tour. Round 2. Ça se passe à Dubaï. Tu sais que j'ai passé un petit peu de temps à Dubaï. Je suis au restaurant, tu sais... Salt Bay. Salt Bay, je sais ouais, pas. c'est ça. Ça s'appelle Nusret, le restaurant. Donc je vais manger là-bas avec des amis. Déjà, on arrive sur le parking. Tu vois, en fait, c'est un grand parking. Tu as plusieurs restos qui sont collés. Tu as notamment le Verdé, là-bas, à cet endroit, un Verdé qui est un resto super classe, avec grosse musique. J'y suis allé à Paris il n'y a pas longtemps. Ah bah voilà, tu vois, il y a le Verdé du coup là-bas aussi. Et à côté, tu as Nusret. Et sur le parking, tu arrives des Rolls, des Ferrari, des Lambo, mais partout, mais de partout. Mais des Rolls, mais comme si c'était des Twingo ici, tu vois. Enfin, bref, détail de dingue. On rentre, je rentre dans le resto. De là, tu rentres chez Nusret, tu vois des entrecôtes avec des feuilles d'or qui passent, tu vois de l'argent de partout, tu vois des Richard Mille au poignet, tu dis, ok, il y a de l'argent là ici. On s'installe, on commande à manger et tout. Bon, je regarde la carte et tout. D'ailleurs, je vois les tarifs pour les Cotalos, tu sais, avec la feuille d'or et tout. Je dis, mais c'est des malades quoi. C'était 3000 balles ou un truc comme ça. Pour un steak, bon, faut pas abuser, tu vois. Donc nous, on prend un truc raisonnable, qui reste quand même là-bas, mais assez raisonnable. Et on mange. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'ambiance, et je m'attendais pas du tout à ça, c'est-à-dire que ça gueule, mais ça gueule partout. Il y a un bruit de dingue. Tu t'entends pas trop parler, tu sais. Ça claque partout. Il y a de la musique à fond, ça crie et tout. Et je m'attendais vraiment à un truc plutôt classe, mais en fait, c'est vraiment cette ambiance assez étrange, en tout cas, que j'ai trouvé. Et là, on s'assoit, on mange. Et puis à un moment, je fais pas gaffe, mais il y a un gars à la table d'à côté, tu vois. À la table, 2-3 tables. Un gars chauve, mais je remarque de dos, donc je sais pas du tout qui c'est. Et qui à un moment commande des bouteilles, tu vois. Et puis, sauf que là-bas, tu vois, comme au Verdé, tu as dû le vivre au Verdé, quand ils te ramènent des bouteilles, c'est pas ils te ramènent une bouteille, ils te mettent le seau et puis ils se barrent, tu vois. Quand c'est des grosses bouteilles, tu as la salle qui s'obscurcit, tu as une musique, tu as tout un scénario avec des gens qui arrivent et tout pour te ramener la bouteille et tout, ils te posent la bouteille. Spectacle. Mais sauf que le mec, il veut se faire repérer, tu vois. Enfin, clairement, tu te fais repérer quand tu ramènes une bouteille comme ça à ta table. Et donc là, on regarde ça, je dis putain, mais c'est qui le mec? Bon, jusque-là, c'est une bouteille, jusque-là, tu te dis ça va encore. Une demi-heure ou 45 minutes après, deuxième bouteille qui arrive. Je dis putain, c'est quoi le bordel? Troisième bouteille qui arrive après, quatrième. Je dis mais ça s'arrête plus le truc. Mais à chaque fois, la salle, tu vois, il y a une animation différente et tout. On se dit, waouh, mais c'est qui le mec? Parce qu'on regarde le prix des bouteilles. Les bouteilles, c'était 5000 balles, c'était 6000 balles. Putain, là, ça envoie, là, ça pèse. C'est qui et tout? Je regarde sa tête et je me dis, putain, je l'ai déjà vu quelque part. Mais te dire qui c'est, pas possible. Plus tard, on rentre. La fin de l'anecdote arrive, parce que, comme vous voyez, j'arrive à la faire durer. Je regarde un reportage sur Netflix qui s'appelle, comment il s'appelle exactement déjà? J'ai plus le nom. Bref, c'est le reportage du fondateur de Spotify. Spotify, tu connais Spotify? Et c'est le fondateur qui s'appelle Daniel Ek. Et là, je me dis, putain, c'était lui. Et là, je reconnais sa tête que j'ai vue en sortant. Daniel Ek, du coup, le fondateur de Spotify qui a une fortune à plus de 1,6 milliard. J'ai regardé du coup pour l'anecdote. Qui était là, dans le resto. Et du coup, on se demandait tous avec mes potes, mais c'était qui lui et tout, qui était blindé comme ça? Et c'était lui, Daniel Ek, le fondateur de Spotify. Donc l'anecdote, j'ai rencontré Daniel Ek au resto chez Nusret. Alors, je suis à peu près sûr que tu allé manger là. Parce que j'y serais allé aussi. La question, c'est est-ce qu'il est chauve, ce mec? Il ne peut pas le savoir, mais nous, on va mettre une photo au montage tout de suite. Et je vous laisse juger. Le truc qui n'aide pas du tout. Ouais, non, c'est ça, quoi. Donc, tu dis que tu t'en es rendu compte en sortant, t'as vu son visage? Bah, ouais. En fait, en passant, tu vois, on le regardait fixement, clairement, tout le temps, que chaque fois qu'il y avait des bouteilles qui arrivaient. Alors on me dit, putain, mais c'est qui ce gars-là? Et donc forcément, en sortant, tu te doutes bien qu'on est passé à côté de la table et puis on n'a pas collé sa table, on n'a pas fait les indiscrets comme ça. Mais en partant, on s'est retourné et je l'ai regardé, je dis, putain,
Je le connais, mais alors te dire qui c'est pas possible. Et quelques temps après, je retombe sur la série. Alors que tu retombes sur la série par hasard. Ouais. Et en même temps, je me dis, si tu devais m'inventer une histoire, tu m'aurais dit Jeff Bezos ou un truc comme ça. Donc, je pense que l'anecdote est vraie. Ouais. Et bah, elle est fausse. C'est pas vrai. Il y a tout qui est faux. Non, il Ah. n'y a pas tout qui est faux. C'était pas cette personne-là. C'était pas cette personne-là et c'était. En fait, je t'ai mélangé plusieurs histoires qui ont Bah font ouais, une. mais attends, c'est Mais- logique. Déjà, c'est pas 3000 balles une entrecôte avec l'or dessus, Je c'est sais 1000, pas, je j'ai dit pense. n'importe quoi sur les prix, je me rappelle plus. En racontant l'histoire, je dis merde, si des détails comme ça je me plante, il va griller que je mens et je me rappelle plus des prix, tu vois. Mais je sais que c'était n'importe quoi. On a regardé ça, je dis pas mettre 1000 balles pour une entrecôte, hein, sérieux. Bah, de toute façon, là, grosso modo, c'est. Bah, en fait, je vais manger le truc de toute manière. Bah donc- ouais. Mais de toute façon, pour te raconter l'histoire, la vraie histoire, c'est que on arrive du coup chez Nusret, ce qui est vrai. Le truc avec toutes les bouteilles qui arrivent à la table et tout, c'était pas à Nusret, ça c'était au Verdé. Et au Verdé, j'ai passé une soirée mais de malade avec une table. Il y avait que des Africains qui étaient dans une table à côté. Parce que je sais que tu as peut-être vu dans mes stories que je suis allé au Verdé à Paris. Ah non, je l'ai pas vu. Mais si, j'y suis allé il y a un mois. Ah bah non, je l'ai pas vu. Mais du coup, j'y étais là-bas et il y avait vraiment une soirée où, mais sans déconner, il y a franchement, bon, ils étaient une quinzaine, tu vois, à table. À mon avis, ça devait être des chanteurs parce qu'à un moment, il y a une musique qui est passée et ils se sont mis debout sur la table et tout à chanter. Et ça avait l'air, ils connaissaient la musique par cœur, tu vois, c'était une musique africaine, donc on avait l'impression que c'était les compositeurs ou les artistes, en bref. Et donc je t'ai pris une partie de cette histoire-là, donc avec les bouteilles qui arrivaient. Et en fait, à Nusret, c'est pas vrai, j'ai vu Roberto Mancini, qui est le sélectionneur de l'équipe de foot d'Italie. D'accord. T'es italien? Ouais, mais j'y connais rien en En fait, fait. tu t'en fous. Ok. Bon, bah, qui d'ailleurs ont fait un superbe parcours à la Coupe du Monde, les Italiens, bravo. Ouais. Ils n'ont même pas été qualifiés. Prochaine fois, je vais aller aux Argentines, moi. Je vais me faire traiter par tous les Italiens. Mais donc du coup, c'est lui que j'ai rencontré là-bas et qui ont été serrés la main, qui nous Ah, ont ouais, rien d'accord. à foutre, bien sûr, il nous a rien. Bonjour. Non, j'ai pas vu Daniel Ek là-bas. C'était Roberto Mancini. En plus, tu as pris des exemples, mais je me dis, ouais, mais Daniel Ek au Spotify, je vois Daniel Ek. Il est chaud, Aucune idée. il est vraiment chaud. Il s'appelle Egg et il est chauve. Daniel Ek, Ek, Ah ouais, pas Egg. Ouais, sinon c'était pas mal. Ouais. Ok. Round 3. Je suis appelé dans une visite de maison. Enfin, tu vois, encore même chose, des gens qui veulent mettre en vente, etc. Deux personnes, donc deux messieurs, des personnes adorables, super sympas. On fait d'abord le tour, etc. Puis, je tilte pas au début. On fait le tour, on fait le salon, etc. On va voir les chambres. Puis à un moment donné, je dis, tiens, putain, le lit, il est espèce. Hein. Et je fais pas trop gaffe. Puis après, je refais le tour. On va voir les caves. Là, dans les caves, une table, tu sais, sadomasochiste, des fouets, des trucs. Et le lit, en fait, c'était un lit, tu sais, en acier comme ça, avec des chaînes, etc. Mais il avait enlevé les chaînes et tout. Mais c'était quand même un lit en baldaquin, mais en fer forgé, tu sais, le truc un peu solide comme ça. Puis une table de gynécologue, enfin vraiment un truc. Alors, tu sais, moi je rigole avec eux, je sais pas faire autrement. Je leur dis, les gars, moi je veux bien, mais est-ce que ça c'est vendu avec la maison ou pas et bref, je dis, bon, pour les visites, on fait affaire et tout. Et puis on fait le contrat, etc. Puis les visites commencent. Moi je dis rien à John, c'est mon délégué. Et il vient me trouver, il me dit, Anto, quoi, j'ai pas fait attention. Je fais la visite avec des gens, etc. Un petit couple. Et puis, à un moment donné, on va dans la chambre et je leur dis mais regardez, en plus, c'est des placards intégrés. John ouvre l'armoire. T'as la femme qui fait une tête. Ils avaient tout planqué dans l'armoire, en fait. Donc, t'avais les godemichés comme ça, t'avais des fouets, t'avais des chaînes, t'avais absolument tout. Et John, il savait plus où se mettre. Il est revenu au bureau, il m'a dit, espèce d'enfoiré, c'est la dernière fois que tu fais un coup pareil. Mais moi, je lui avais rien dit. Et finalement, on a rigolé comme ça pendant des jours. C'était top. Du coup, tu vendais une maison et les propriétaires avaient tout un attirail sadomaso très porté sur l'amusement. Ouais. C'est ça? En plus, c'était marrant parce qu'il t'explique un peu comment ça fonctionne, il t'explique un petit peu ah bah tiens, ça c'est pour faire ça. Et moi j'aime bien te déconner, tu vois, prendre de trucs, etc. Et ouais, et finalement, je leur dis écoutez, pour les visites, planquez quand même un peu les trucs. C'était bien planqué, sauf que c'était planqué dans l'armoire. Ok, et alors, ils ont réussi à planquer une table avec un lit baldaquin en fer forgé dans une armoire. Non, le lit était resté sur place. Le lit, oui. En même temps, c'est carrément possible. C'est carrément possible. Et en même temps,
Moi, c'est l'histoire du lit en fer forgé. Tu te fais chier à me donner les détails du lit en baldaquin en fer forgé, mais après tu t'en parles plus et tu me passes au godemiché dont tu m'as pas parlé avant. Je pense que cette anecdote est fausse. Eh ben, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, je te jure, c'est vrai. Bon, alors après, dans l'armoire, ils avaient planqué la table pliable et ils avaient planqué les objets. Pas le lit, évidemment. D'accord, ok. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. C'était vrai. Ah putain. Et on a rigolé, mais même eux, ils étaient pliés, les propriétaires. Hein. Après, j'étais ouais, leur tu dire, les m'étonnes. gars, ça va, désolé, on a ouvert l'armoire, ils étaient morts. Ils étaient morts de rire. Alors, tu vas choisir. Est-ce qu'on t'annonce le contenu de la boîte mystère tout de suite, donc pour te calmer, ou alors est-ce que tu veux nous redonner des anecdotes et je dois encore deviner si elles sont vraies ou fausses? De toute façon, t'es bon, donc... quoi que si on fait égalité, tu sais quoi, toi, tu vas m'en donner une. Ok, donc là on a 2-1. Ouais. On change les règles. Nous on fait ce qu'on veut, c'est notre émission. On change les règles. C'était normalement 3 anecdotes. On va en faire 8 s'il faut. Round 5 ou je sais plus trop combien. Alors, ça se passe à Dubaï. C'est cette année, en 2022, en début d'année. Et en fait, il y a un espace cowork, tu sais, dans l'immeuble. Donc dans l'immeuble, il y a un bel espace cowork magnifique, super grand, avec tous des salles individuelles vitrées, enfin vraiment le truc canon, quoi. Le bureau que tu vois dans les séries TV. Et un jour j'y vais, et sachant que là-bas, tu vois, j'avais pas croisé encore beaucoup de Français. Et là un jour j'arrive, je me pose pas dans un bureau fermé, mais dans le truc ouvert. Et là, je vois plus loin un gars qui est en visio et qui parle français. Et qui parle alors j'entends pas tout, mais j'entends hack, j'entends cybersécurité, j'entends. Je me dis putain, c'est quoi ce gars, tu vois, avec lunettes noires. Je dis, qu'est-ce qui. C'est un profil, genre, ça fait un peu, tu sais, le hacker informatique et tout. Le lendemain ou quelques jours après, je suis à la piscine au dernier étage. Je fais mes petites longueurs du matin, tu vois. Et là, je le croise. Il est là et en fait, la discussion s'entame. On commence à parler, échanger. Je dis je t'ai croisé et tout au cowork. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. On commence à parler. Il dit en fait, moi, je suis responsable de la cybersécurité pour une grosse boîte, l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde. Et en fait, il gère ça à distance. Et en fait, j'apprends à échanger avec lui. On fait un resto, on s'entend super bien. On va plus en profondeur. Et il m'explique, parce que je lui demande un jour, mais comment on en vient à gérer la cybersécurité d'une boîte comme ça? Et il me dit, en fait, quand j'étais jeune, j'ai inventé ce qu'on appelle la Yes Card. En fait, c'est une carte bleue, tu vois, carte de paiement en tout cas, qui envoie un message positif au terminal de paiement. C'est-à-dire que c'est une carte qui, à chaque fois que tu payes quelque part, elle dit paiement approuvé. Et en fait, il a inventé ça, et ça lui a fait hyper peur parce qu'il a vu que ça marchait. Et après, il s'est dit, ah ouais, là je crois que je suis pas du bon côté. Et il m'a dit cette citation, il m'a dit, écoute, quand il y a une ruée vers l'or, cherche pas à l'or à tout prix, vends les pelles. Et c'est là qu'il m'a dit, je me suis transféré, je suis allé sur le côté cybersécurité pour aider justement les entreprises à lutter contre ça. Voilà mon anecdote. J'ai rencontré l'inventeur des Yes Card à Dubaï, qui est devenu le patron d'une des plus grandes boîtes, d'une des plus grandes compagnies aériennes, et qui est maintenant du coup le gérant de la cybersécurité là-bas. Tu sais quoi? Je l'ai entendu cette histoire. Tu l'as entendu cette histoire? Je te promets, je l'ai entendu cette histoire dans un réel que j'ai vu passer quelque part. Mais est-ce que c'est toi qui l'as raconté parce que tu l'as vécu sur un de tes réels que j'ai sûrement regardé? Ou est-ce que tu l'as repiqué? Ce serait quand même fort. En même temps, ce serait bien pour construire un mensonge. Donc je dirais que c'est faux. Eh ben, elle est vraie. Mais non, c'est pas possible. T'as fait un réel avec ça? Mais oui, j'ai fait le réel et je me suis dit, j'espère qu'il n'a pas vu le réel parce que je l'ai fait il y a 6 mois en racontant l'histoire. Et tu vois que j'étais déjà dans l'anecdote business à l'époque. C'est pas vrai, Si. quoi. Mais... Et si elle est vraie, histoire de dingue. Et franchement, il est adorable. Je dirais pas le prénom, je dirais pas les détails, mais adorable. Franchement, jamais tu vois personne, jamais tu saurais dire. Tu te dis putain, ouais, t'étais un hacker. Mais je l'ai vu ce truc-là. Mais tu vois, le problème quand on rencontre des stars comme toi, c'est qu'on sait plus ce qui est vrai ou faux. Parce que tu l'as entendu. Star. Ah ouais. Voilà, mais franchement, ouais, et super gars, et c'était vraiment incroyable. Tu sais, le film avec Tom Hanks, Attrape-moi si tu peux, là. Ouais. Tu vois, pareil, il fait des faux chèques, puis finalement, il est engagé pour faire les. Mais c'est ça. C'est toujours pareil. Au final, les meilleurs escrocs sont au final les meilleurs pour contrer les escrocs. C'est eux qui savent quoi faire. Donc ouais, carrément. Mais tu vois, ça rejoint un petit peu ce qu'on fait dans nos business, parce que, alors, sur la partie escroc, s'il te plaît. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est en faisant les choses qu'on apprend finalement à trouver les failles, ce qui fonctionne pas. Et finalement, c'est ça aussi que, un peu comme toi,
À l'école, on a appris la théorie, mais c'est sur le terrain qu'on a développé nos compétences. Et du coup, ça nous ramène un peu à ce qu'on disait au début, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre en faisant, de tester, de se tromper. Tu sais, moi, quand mes collaborateurs ils viennent au bureau et qu'ils me disent écoute, Anto, je suis désolé, j'ai foiré le truc, je le félicite. Je dis écoute, c'est génial, tu l'as foiré. Ça veut dire que tu as appris un truc. La prochaine fois, tu le foires plus. Et je pense qu'on doit. Enfin, moi, c'est ma vision dans cette partie du monde, en tout cas dans notre société occidentale. Tu vois, aux États-Unis, d'ailleurs, tu as peut-être été aux États-Unis, l'échec, il y a même un award de la faillite. Je ne sais pas si tu savais. Ah non. Si. Chaque année aux États-Unis, on récompense la personne qui a fait le plus de faillites. Bah oui, mais c'est vrai que la culture de l'échec là-bas est différente Et carrément. c'est dingue, alors Bah oui. qu'ici, finalement, on se trompe, on se fait gronder depuis la tendre enfance, alors que finalement, c'est grâce à ça qu'on apprend. Carrément. Chez moi, je considère, en tout cas, on a parlé des chiffres d'affaires tout à l'heure, il y a entre 5 et 10% de ce chiffre d'affaires qui est perdu en essai-erreur chez nous. Ouais, ok. Tu vois? Donc on a, ok, là on vient de tester un programme, si tu veux, c'est pour pouvoir pré-qualifier avant visite que les gens, enfin je te passe les détails, mais avant de recevoir la demande, ils reçoivent un truc automatique, enfin bref, ça fait plus perdre de temps qu'autre chose, mais on l'a testé, on sait que ça va pas. Mais finalement, de ça, on va utiliser un autre truc, tu vois, parce que ça nous a amené sur une autre piste. Ou bien on a testé certains prestataires avec qui ça se passe super bien, notamment toi, on en a testé d'autres avec qui ça n'a pas été, on a arrêté, mais finalement, si tu n'essaies jamais, tu n'avances pas. Tu n'avances pas, donc finalement, je pense que c'est une bonne chose, justement. Du coup, sur le 1,7 million de chiffre d'affaires là que tu as fait, tu dis que tu as entre 5 et 10% que tu prends pour faire des essais et lesquels tu sais que ça va échouer, quoi. Alors, disons que si j'avais pas cet esprit minimum rationnel aussi, ce serait beaucoup plus. Tu vois? Mais effectivement, on a une partie du chiffre d'affaires. En fait, c'est mes dividendes qui prennent un coup. Je me dis, ok, c'est pas grave, on réinvestit dans la boîte, on va essayer un truc, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et comme on a l'avantage, moi je vois ça comme un avantage d'être précurseur, forcément, on doit tester des choses. Comment est-ce qu'on pourrait être à la pointe si on n'essaie pas, si on ne se trompe pas? Parce que si c'est soit deux choix, on essaie, on se plante, on corrige, on améliore, soit on n'essaie pas et on utilise ce que les autres ont inventé. Mais alors, tu n'es pas le premier, tu es le suiveur. Et chez nous, c'est vraiment une Tu vision. récoltes les miettes, quoi, concrètement. Les miettes, et puis surtout, c'est pas fun. Ouais. Je veux dire, d'un message que je t'ai envoyé, on se retrouve ici. D'une idée, je crée une entreprise. Peut-être qu'une fois, je parlerai aussi du recrutement de certains collaborateurs. C'était toute une aventure. Franchement, ça aurait pu être une anecdote et tu serais peut-être trompé cette fois-là. Mais écoute, voilà ce que je te propose. C'est que, j'ai gagné largement. J'ai 3-1. Bon, j'ai gagné, mais ce que je te propose, c'est qu'on fait quand même une anecdote bonus. On te la laisse, celle-là, on la compte pas, mais juste pour le plaisir de la raconter, si c'est celle-là que tu veux dire ou une autre comme tu veux. C'est pas ce que j'avais prévu, mais ouais, je peux la lâcher parce qu'elle vaut vraiment la peine. Ouais, on sait plus. Donc, tu sais bien, moi, je ne cherche pas forcément des gens parfaits pour venir travailler chez moi. Je cherche des gens qui ont envie. Donc, je ne cherche pas les compétences, je cherche les attitudes. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui se sentent l'âme de rejoindre une équipe de dingue, on est là. Et du coup, je vais une fois manger au restaurant. Ouais. Après, tu ne vas pas te tromper parce que je t'ai déjà raconté, je crois. Ouais, mais je vais une fois manger au resto. Mais elle est dingue. Et finalement, tu sais, un resto, je pense, 200 couverts, donc en gros truc. 70 personnes, enfin 70 les gars. Désolé, je vais y arriver. La frontière, elle est pas loin. Et finalement, j'étais là avec ma collègue, son compagnon, ma compagne. Et il y a un petit gars qui arrive. Mais le mec, il m'a vendu la bouteille de vin comme tu m'as vendu Spotify. Impressionnant, mais avec amour. À la fin du repas, je dis, écoute, tu sais quoi, si un jour tu en as marre de faire de l'oreca, viens dans l'immobilier. Il me dit, mais t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Il me dit, ouais, mais moi, je fais de l'oreca depuis toujours, j'ai fait que ça. J'ai arrêté l'école assez jeune. Donc, l'oreca, c'est quoi? C'est restaurant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Chez nous, on dit pas ça chez vous? Non. Hôtel, restaurant, café, oreca. Ok, donc si t'en as marre d'être dans l'hôtellerie, en fait. Si t'en as marre d'être serveur, finalement, viens tester autre chose. Ce mec, alors évidemment, faut pas croire, un agent immobilier, c'est quand même un long cursus, il y a pas mal de choses à savoir. Mais deux avantages. Le premier, c'est que comme on a séquencé, en fait, le métier, que l'admin est fait par une admin ou deux ou trois, ou le juridique par le service juridique, la prod, les photos, les visites virtuelles, etc. C'est une équipe dédiée. La communication, on a des agences marketing digitales, d'ailleurs avec qui tu travailles aussi, puisque tu nous accompagnes. Je te remercie d'ailleurs pour le bon boulot. La seule chose que je dois apprendre à ce garçon, c'est quelques éléments techniques.
à vraiment comprendre, à vraiment chercher le besoin de la personne et surtout faire ça avec passion, avec envie, avec motivation. Je m'en fiche qu'il sache prendre un appel, je m'en fiche qu'il sache la dernière loi du code civil concernant l'immobilier, c'est pas son taf. Ouais, il n'y a pas à le savoir. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est C'est bien ça. analyser un Tout le besoin. reste, on prend le relais. Ouais, ok. Et ça marche bien parce que finalement, tu sais, je sais pas en France, mais en Belgique, une bonne agence immobilière, elle fait grosso modo 75% de réussite. Donc c'est-à-dire que sur 100 biens qu'on lui confie, elle en vend 75. Nous, on est à quasiment 95% de réussite. Entre 94 et 95. Donc ça veut dire que sur 100 biens, on va en vendre 94, 95. Avec ce process. Et du coup, pour en revenir à ça, je lui dis, écoute, tracasse, si tu as envie, ça va marcher. Eh ben, je te promets, et s'il y a des agents immobiliers qui nous écoutent, ce garçon, il a fait 1 mois avec moi. Le mois suivant, il faisait 8 ventes. Ok, donc là, il ne connaissait rien à l'IMO, il était dans l'hôtellerie-restauration. Rien. 1 mois de formation avec toi, donc il se barre, il quitte son boulot. Il quitte son boulot, Il vient avec enfin, toi il teste un peu, tu vois, il Ouais. m'accompagne une fois ou deux. C'est un process qui a pris 1 mois et demi. Et après, il me dit, écoute, ok, tu sais quoi, il devait commencer à mi-temps. Il est venu 4 fois chez nous, il m'a dit, c'est bon, je me casse. Anto, finalement, on va peut-être partir sur un temps plein. Ok. Ah ouais, au fait, ma voiture. Ok. Donc finalement, je me dis, le gars, on va tester. On y va à fond, on y va au culot. T'as envie d'apprendre, pas de problème. Je lui donne les scripts, je lui donne les formations. Il m'a étudié un truc. Et comme quoi, avec la motivation, peu importe qu'il a arrêté l'école, peu importe qu'il a un diplôme, peu importe, ce qui compte, c'est là vraiment d'avoir envie de le faire. Et avec cette envie, on est dans un métier où les bons agents immobiliers font entre 3 et 5 ventes par mois. Lui, son 2e mois où il est chez nous, il en fait 8. Et ça, tu vois, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, parce qu'évidemment, les clients, c'est génial, mais je considère mes collaborateurs aussi comme mes clients. Bien sûr. Tu vois, une de mes missions, c'est de les amener au succès, c'est de faire en sorte de leur transmettre mes échecs aussi, tu vois, mes réussites, mes échecs, leur donner. Et tu rencontreras Paolo bientôt, un formateur qui est en interne, puisque comme tu le sais, on a l'ambition de passer en réseau immobilier, tu vois. Paolo donc me le dit, mais Anto, c'est formidable, tu permets l'erreur. Mais je dis, ben ouais, c'est pas que je le permets, c'est que je l'encourage. Ah, elle est incroyable. Success stories. Je te demande pas si elle est vraie ou si elle est fausse. hein. Non, je sais qu'elle est Ah, vraie. tu On vois. en a déjà parlé en fait, mais ouais, c'est Guillaume que j'ai rencontré d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Qui est incroyable. Ok. Et ils sont Super. tous incroyables en fait. Oui, chacun, bien avec sûr, leur, tout le monde. chacun avec leur. Chacun son histoire. Mais l'anecdote Ouais. est vraiment folle Ouais, de c'est- dire qu'il passe du tout au tout et puis il s'en sort. Et en effet, avec la motivation, on arrive à faire des choses insurmontables. Bon, maintenant, c'est bien, mais là, c'est bien, on se détend, on parle, mais il sait ce qui l'attend. Le moment est venu, les amis, d'annoncer le contenu de la boîte mystère à Anthony. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, Anto, je vais te laisser tourner la boîte vers toi, l'ouvrir. Donc, tu dois tirer ça vers toi. Ça Le petit, là, ici, là, tac, tirer ça vers toi, normalement, Tu sais, et non, comme ça. l'ouvrir. Et on va Oh, découvrir bah ça ce va. que c'est. C'est un jus de citron ça. Alexandra peut nous dire en direct ce que c'est. C'est du jus de filet de hareng. Ah ouais. Elle voulait pas garder son job en fait. Je me dis si jamais elle aurait fait ça à son boss. Putain. Alors, du quoi, c'est quoi? Du jus de filet de hareng. Ok. Je dois boire tout. Non, tu peux boire juste un petit peu, mais Ouais, c'est pas qui décide. Bah, tu sais, franchement, si c'est un bonhomme, s'il veut montrer que l'exemple chez Easy Home, Regarde. s'il veut montrer que ça marche, Ouais, bah il boit ouais, tout. évidemment, parce Bien. qu'il a gagné. ça. Écoute, il fallait gagner. Parce que je te dis. Bon, là, c'est. Bon, les gars, santé. Santé. tu vas nettoyer tes intestins comme ça. Oh putain. Ouais, j'ai essayé mais non. On a dit sopalakis. C'est dégueulasse. Au début, je le sens du savon encore. Arrête, j'ai recraché dedans. Oh, non, je peux pas. Mais, oh là là. Ouais, Oh, c'est je dégueu. vous confirme, c'est pas cool. Pas cool. Oh. Bah, t'as quand même avalé une partie parce qu'il reste plus que ça. Ouais, mais attends. Tu finis ou pas? Non, ça va. Bon, bravo Anto, on peut l'applaudir quand même. Bravo. Courage de le faire. Tu verras quand tu vas venir à la maison. Là, si tu me fais un concours d'idées de business. Ouais. Bon, Putain. et ben, ok, super. Anthony a perdu. Maintenant, on passe à la suite. Et là, on va découvrir beaucoup de valeurs sur comment développer sa boîte. Ok, on revient maintenant sur la partie business. On veut en savoir un peu plus sur concrètement comment tu as fait pour développer Easy Home. Comment tu as fait pour, en partant de zéro, sur un secteur, parce que sur ton secteur, de ce que j'ai compris, tu ne connaissais pas encore grand monde. Comment tu fais pour te faire connaître quand tu pars de zéro? Eh bien, t'as pas peur d'investir. Donc, il faut savoir que moi, la première année, si tu veux, mon objectif, c'était pas de gagner d'argent, c'était vraiment de développer au maximum.
Donc j'avais la chance que ma compagne de l'époque avait un boulot sympa, qu'on n'avait pas de grosses charges. Donc moi j'ai vraiment organisé, en fait, je remarque que toute ma vie je l'ai organisé de manière à pouvoir, si un jour j'avais une opportunité, la saisir et ne pas être pris à la gorge. Donc pas de gros crédit, pas vraiment de crédit bagnole, voilà. Ce qui me permettait d'avoir une certaine aisance financière pour pouvoir réinvestir dans mon entreprise. Donc chaque euro que j'ai gagné a été réinvesti en communication, a été réinvesti en publicité. Donc on a très fort démarré sur les réseaux sociaux. Et c'est marrant parce que j'ai des clients qui me disaient tiens, vous êtes combien? Alors que finalement, et tu sais, dans l'immobilier, les budgets sur les réseaux sociaux étaient assez faibles puisque tout le monde était un peu en retard. Donc tu mettais 5 euros et tu avais déjà, maintenant ça a bien changé et puis les budgets ont complètement explosé. Mais à ce moment-là, quand on a démarré sur une petite zone, on était assez visible. Donc ça, c'est une première chose. Première chose, partie com, donc c'est ça? Ouais. Donc réinvestir, pas avoir peur de réinvestir et de communiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, moi, j'ai pris ce pari-là. Donc déjà, ce que je voulais vraiment, c'était deux choses. La première, faire connaître. Et l'avantage que j'ai, c'est vrai, c'est que c'est un métier où, un peu comme les voitures, les gens aiment bien. Donc non seulement tu vends le produit, mais en plus, tu vends ta notoriété puisque ton nom est sur le produit. Donc ça veut dire que quand quelqu'un me confie une maison, pour vendre sa maison, je fais de la pub pour avoir des acheteurs pour sa maison. Mais indirectement, la pub pour sa maison me fait de la pub pour moi. Donc, c'est 1 euro investi en vaut 2 si tu veux. Ouais, je comprends. Donc ça, c'est déjà quelque chose, mais pas avoir peur de réinvestir, d'investir. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était assez niché d'être sur les réseaux sociaux. Tu sais, on est parti sur une image un peu jeune, un peu décalée, avec... sortir un peu de cette image sérieuse, costard, cravate, de l'assureur, de l'agent immobilier, du banquier. Je pense que j'ai été aussi un des premiers à tester le personal branding. Donc vraiment pas hésiter à mettre les gens en avant, les clients, moi-même. Dernièrement, je sais pas si tu as vu, mais on a des campagnes assez sympas où tu sais, où tu es comme ça en train de faire le dingue sur une pancarte ou sur une maison avec un petit pouce. Très, très US en fait. Et aussi, personnifié. Ouais. En fait, tu as changé ce que tu l'as fait à ta sauce, quoi, concrètement. je me suis dit, il y a l'agence d'un côté, il y a le business, et puis après, il y a l'humain. Parce que on doit, pour moi, marier les deux. Les gens, ils vont s'identifier à une marque, mais ils vont aussi s'identifier à une personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on met en avant les délégués qui travaillent sur leur secteur en mettant du budget dans la communication des maisons qui ramènent, évidemment, pour les vendre, mais aussi dans la leur. Ou bien on va mettre toujours la photo d'une personne avec la maison qui correspond pour les réseaux sociaux, etc. Ce qui a fait aussi le succès, il n'y a pas de secret, c'est les techniques. Tu sais, comme toi, je suis fan, on a les mêmes lectures, on a les mêmes séminaires, on va se former sur le métier, certes, mais sur la vente en général, et on propose quelque chose qui est complètement différent. La proposition de valeur, en fait. Alors, vas-y, explique-nous justement, c'est quoi la proposition de valeur concrètement? Disons que les gens, ils vont recevoir, tu sais, avant, j'arrivais, ils avaient peut-être vu les 5-6 gros agents du coin, et puis finalement, tiens, c'est qui le petit outsider là-bas, il fait un peu différemment, on va quand même voir ce qu'il propose. Et quand ils ont entendu 5 fois le même discours, mais toi, tu parles d'eux, tu parles de ce qui est intéressant pour eux, ça percute chez les gens. Tu vas toucher carrément leur émotionnel, tu vois. Et surtout, c'est bienveillant, c'est pas travaillé, c'est pas quelque chose de... Tu te dis pas, ok, voilà, je vais m'intéresser à lui pour m'intéresser à lui. Non, c'est une vraie histoire. Il y a vraiment des enjeux. J'ai plein, on était aux anecdotes tout à l'heure, mais j'ai plein d'histoires que je peux te raconter où finalement, notre travail a permis à des gens de vendre leur maison alors qu'ils allaient se retrouver dans une galère financière, ou bien qui étaient, partis sur une mauvaise estimation de base, ils ont acheté et se retrouvaient 10-15% trop court, mais tu sais, 40 ou 50 000 euros, il faut pouvoir les trouver. Donc avec ces techniques-là, on a pu trouver les bons acheteurs pour qui la valeur perçue était la bonne, qui ont payé le prix qui était attendu. Donc voilà, et je pense aussi que vu que ça a très très vite décollé, qu'on a vite eu une bonne notoriété, tu sais, avant, je vendais une maison, les gens étaient contents. Avant Easy Home. Depuis Easy Home, je transforme vraiment la vie des gens. Tu vois? Alors bien sûr qu'il y en a, c'est juste de l'investissement, on vend la maison, ils prennent les sous, ils passent sur autre chose. Mais on a vraiment à cœur d'améliorer la vie des gens. Donc tu passes de simplement agent immobilier où tu vends la maison, tu as fait ton taf. Mon bon copain, moi les clients m'appellent tous Anthony par exemple. Encore aujourd'hui, ils nous appellent tous par notre prénom. Mais tu sais, quand tu changes vraiment la vie de quelqu'un, tu vends sa maison, il est content, il va le dire à son pote, il va le dire à sa mère. Tu changes sa vie. Dès qu'il a l'occasion de parler de toi, il parle de toi. Aujourd'hui, même mes collaborateurs qui sont à 50, 60,
70 km du bureau. Quand ils vont en rendez-vous, ils disent « Ah oui, Easyhome, je connais, j'ai entendu quelqu'un qui en a dit du bien. » Donc, il y a vraiment cet aspect. Tu sais, on est très fort à l'ère du digital. Et le bouche à oreille, par contre, la bonne notoriété, et vraiment d'avoir à cœur d'aider les gens, ce sera toujours la meilleure publicité. Et c'est clairement dans nos valeurs. Ok, donc c'est vachement intéressant, c'est qu'il y a deux axes. Donc, au début, tu veux développer la boîte, donc du coup, tu réinvestis pour communiquer, pour dire on augmente la notoriété, il faut qu'on parle de nous. Parce qu'on sait qu'au plus on va parler de nous, naturellement, au plus ça va amener des clients potentiels. Et deuxièmement, tu te concentres vraiment sur chaque client, créer une vraie histoire, mais pas simplement, comme tu dis, lui vendre sa maison, mais transformer sa vie. Alors justement, comment tu fais pour transformer sa vie ? Qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il ait l'impression en tout cas que tu l'aies vraiment aidé à transformer sa vie ? Déjà, tu l'écoutes. Ça paraît bête, mais tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Tu n'essaies pas de lui fourguer ton prix. Tu n'essayes pas de le convaincre que ton estimation, ton avis est le bon, que oui, c'est vrai, sa maison, elle ne vaut pas 185 500, elle vaut 155 200. Mais finalement, tout ça, c'est bien. Mais si le gars a besoin pour son projet de ce montant-là, tu dois bien entendu estimer et lui donner la réalité des choses. Mais il y a énormément de fois où malgré que l'estimation était peut-être un petit peu élevée, enfin pas l'estimation, mais les ambitions du propriétaire étaient un peu élevées, on a pu débloquer la situation. Quelque chose qu'on ne pourra jamais estimer, c'est une valeur de convenance par exemple. Il m'est arrivé de vendre une maison qui valait un certain montant, je l'ai vendue 50 000 € plus cher. Simplement parce que la personne qui l'a acheté, sa maman habitait en face et le gars n'avait pas de soucis financiers, il voulait être près de sa maman. Dans les faits, quand tu fais une estimation, ça n'a pas de valeur ça. C'est une valeur émotionnelle, c'est une valeur de convenance. Et puis cette valeur pour cette personne-là ne sera pas la même pour toi, puisque toi tu t'en fiches, tu n'as pas de valeur émotionnelle. Et je pense qu'on a quand même chez nous l'humilité de dire « Ok, oui c'est vrai, dans les faits, ça vaut X. » Maintenant, ensemble, on peut essayer. On peut essayer d'arriver à votre résultat parce qu'on sait que c'est important pour vous, parce qu'il y a des obligations financières derrière, parce que. Bien sûr, toute proportion gardée. Une maison à 200 000, je ne peux pas la vendre 350 000 €. Oui, tu vois ? Mais qui je suis pour dire non, monsieur, ça ne vaut pas 210, ça vaut 200 ? Et puis ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que tu parles de la valeur perçue. Donc, monsieur Dupont qui habite à 50 km et madame Intel qui, le bien qu'elle veut visiter, il y a sa mère qui habite juste à côté, forcément la valeur perçue sera différente. En fait, c'est plus la valeur de convenance à ce moment-là. La valeur perçue, c'est un autre point, on peut en parler aussi. Okay. Mais la valeur de convenance, une maison, je veux dire, elle a une valeur bancaire. Donc, c'est-à-dire que peu importe l'acheteur, elle a une valeur de X au mètre carré, plus le terrain, l'état des châssis, l'état du toit, sa vétusté. Tout ça, c'est OK, c'est prouvé, démontré de A à Z. Si ce n'est que moi, j'ai détecté dans ce métier un manque de flexibilité en fait, un manque d'ouverture à ça. Dans le sens où les experts, et c'est vrai, ils sont très professionnels, mais ils vont mettre un chiffre sur quelque chose. Oui, il y a un chiffre. Maintenant, tu sais, moi demain, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais ma maman tombe malade, j'ai un peu de moyens, la maison juste en face de chez ma maman, elle est à vendre. Peu importe le prix qu'elle coûte, je vais l'acheter, je vais mettre une infirmière dedans. Tu comprends ? Il est clair que ça ne se passe pas toujours comme ça. Généralement, notre plus-value, elle est de l'ordre de 10 à 15% en fait. Donc si je fais les stats de ce qu'on a vendu par rapport aux estimations, alors pas que les nôtres, les estimations des experts, les estimations des autres agents, les estimations de ce qui était réel, même les nôtres au final, on arrive à obtenir entre 10 voire 15% de mieux dans les faits. Okay. Tu vois ? Tu vends 10 à 15% plus cher que la valeur estimée. Disons que par rapport à l'estimation bancaire, oui, parce que finalement, telle personne, elle a peut-être de l'argent de côté, elle n'a peut-être pas besoin d'un crédit, mais elle a vraiment envie d'habiter dans ce quartier-là. Cette personne, ça fait 6 mois qu'elle cherche, elle en a marre, elle n'a plus envie de rater telle maison. Tout ça, c'est des choses que nous, en tout cas, chez Easyhome, on prend en compte. Ok, c'est intéressant. Et alors, justement, je pense que les auditeurs, là, ils se posent la même question que moi. C'est, ça paraît hyper logique, parce qu'en effet, faut trouver cette personne-là qui a, entre guillemets, un seuil de frustration plus élevé. Ouais. Et comment tu fais pour la trouver ? On bombarde. Et c'est pour ça que chez nous, par rapport à ce qui se fait traditionnellement, parce qu'on a parlé des chiffres d'affaires, mais si on parle des charges, on a entre 2,5 et 3 fois plus de charges qu'une agence immobilière traditionnelle. Le budget communication, pour te dire, c'est x10. Au niveau du personnel, cette année, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu sais, même, je parlais tout à l'heure de Guillaume, moi-même, je me forme auprès des meilleurs, mais j'accompagne mes collaborateurs, ils viennent avec moi à certaines formations, à certains séminaires,
même dans le développement personnel, dans le business, dans le mindset, dans tout ce que tu veux, pour que justement ils aient cette sensibilité, ils apprennent à comprendre, à écouter, et surtout, comment dire, à écouter non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui dans le métier, et ça va être, pour moi, du moins dans ma vision, c'est dans le cœur des choses, parce que on ne prendra plus un agent immobilier parce qu'il fait des belles photos, tout le monde a un iPhone. Tout le monde peut mettre sa maison sur ImoWeb ou sur Le Bon Coin. Tout le monde peut très bien éventuellement redessiner un croquis, le mettre sur Facebook. Il y a même des particuliers, ils font de la vidéo. Enfin, je veux dire, c'est vrai que ces outils-là, on les a, on les utilise, on les met en avant, etc. Mais la vraie plus-value, c'est l'humain. C'est de connaître l'humain, c'est de connaître la personne, son besoin, son pourquoi. Il y a un livre qui s'appelle The Big Why, qui est vraiment sympa. Simon Sinek. Je ne sais plus qui, mais en tout cas, non, c'est The Why. Bon, bref. Okay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de choses qu'on doit apprendre d'autres secteurs d'activité. Et malheureusement, dans l'immobilier, il y en a encore beaucoup qui pensent avoir une science infuse. Et plutôt que d'imposer leur volonté, le but, c'est d'écouter le besoin du client. Ouais, il y a vraiment ce côté humain que tu mets au cœur. Et c'est hyper intéressant. Donc, 1, tu communiques beaucoup pour qu'on te voit. 2, naturellement, tu communiques, tu arrives à attirer plus de monde. Et ces personnes, tu fais vraiment attention à bien comprendre leurs besoins, aussi bien, parce que toi, il y a une particularité, en effet, c'est que tu as des vendeurs et tu as des acheteurs. Donc, en fait, tu as 2 types de clients et tu fais bien attention à bien comprendre leurs besoins pour, justement, à l'acheteur, lui proposer une maison qui correspond à ce qu'il veut. Qui correspond à ce qu'il veut, ouais. Et lui faire prendre conscience aussi, des fois. Il y a des personnes, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles se trompent dans leur choix. Tu vois ? Alors, il faudrait que je retrouve un exemple comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent vouloir quelque chose, mais finalement, ils font un choix qui ne va pas du tout en adéquation avec leur objectif de vie. Tu vois ? Ils pensent aller dans une direction et finalement acheter une maison, finalement, elle ne va pas correspondre à ce qu'ils veulent. Je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, ils sont peut-être pas très réalistes avec ils sont pas très réalistes. Ils ne se rendent pas compte. Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et après, des fois, c'est le plus difficile pour moi, honnêtement, des fois, parce que c'est une entreprise, il n'y a rien à faire, on veut faire du chiffre, forcément. C'est parfois savoir dire non, parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour la personne. Et ça, c'est parfois le côté le plus frustrant, mais qui est essentiel. Qui est essentiel parce que du coup, ça a des conséquences par la suite. Et je me rends bien compte par le passé, bien avant EasyHome, tu sais comme moi qu'un bon vendeur peut vendre à peu près tout et n'importe quoi, mais quand c'est pas bienveillant, ça peut amener à des situations difficiles. Donc, toi, il y a ce côté conseil et accompagnement, qui est important. Donc, concrètement, tu nous expliquais que tu communiques beaucoup, tu réinvestis, tu n'as pas peur d'investir ton argent pour augmenter ta notoriété. 2, tu fais très attention à tes clients et tu as surtout des choses que Anthony ne peut pas tout nous dévoiler aujourd'hui, mais il a aussi des armes secrètes pour trouver des clients potentiels qui ont déjà un seuil de frustration. Bon, voilà, ça passe par le digital, mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Mais concrètement, quels ont été, si aujourd'hui tu dois dire tes meilleurs hacks business, les choses que tu as mis en place qui ont été les plus génératrices de revenus ou de croissance, quelles sont les actions principales ? On essaie de le synthétiser. Je pense que déjà, c'est le développement personnel, la formation de moi et de mes équipes. Donc, de vraiment… que les gens apprennent à l'école, c'est une chose, c'est de la théorie. Mais de se développer personnellement, t'amène une meilleure compréhension des gens, t'amène une meilleure compréhension du besoin. Apprendre à écouter ça, je pense que c'est la meilleure chose que je peux conseiller. Et pas que pour l'immobilier, en fait, pour n'importe quel business. Ensuite… je pars du principe qu'il vaut mieux être un gros poisson dans un petit bocal qu'un petit poisson dans un grand lac. Donc ça veut dire que on a d'abord choisi de mettre non pas des zones qu'on veut développer. Moi, je pars encore une fois de l'humain. Je prends un collaborateur, peu importe où il est, et je le fais travailler dans sa zone, donc dans sa zone de confort, si je puis dire, sectorielle. Et si je crois en la personne, je vais développer telle zone, tu vois. Parce que je sais que cette personne, elle est connue dans sa zone, elle est implantée. J'engage des gens qui ont, je veux dire, un peu la même vision des choses, la même philosophie que moi. Et là où une entreprise, en tout cas en immobilier, généralement, grandit un peu comme une flaque d'huile, nous, en réalité, des fois, on va avoir un secteur là-bas, un secteur là-bas, un secteur là-bas, qui finissent maintenant, aujourd'hui, par se rattacher. Donc, pas avoir peur, en fait, de sortir
des sentiers battus, pas avoir peur de changer complètement son business model, parce qu'il est clair que de prime abord, ça paraît plus simple d'essayer de tenter comme ça. Mais c'est plus difficile parce que tu as besoin de gens. Et si tu ne trouves pas les bonnes personnalités dans le secteur que tu veux, bah, tu es obligé de prendre quelqu'un d'un autre endroit qui va venir perdre son énergie et son talent, en fait, devoir fournir beaucoup plus de boulot pour développer une zone qui t'intéresse mais qui finalement n'est pas bonne pour lui. Donc si je peux résumer ça, tout part de l'humain. Je trouve une bonne personne, je la mets à la bonne place, que ce soit commercial, admin, marketing, peu importe. Et après, si c'est un commercial, je développe la zone qui lui correspond. Donc voilà, ça c'est vraiment mon modèle de croissance. Alors évidemment, je ne recrute pas encore à 250 km de chez moi, mais l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de se développer et EasyHome va les aider à se développer sur leur zone de chalandise. Dans Terrac Business, tu as donc la formation, se former, surtout sur la partie mindset, c'est ça, développement personnel. Ça, puis technique de vente, il n'y a rien à faire, écoute, empathie, etc. Après, les gens qu'on recrute ont déjà cette fibre. Hein. Donc, et c'est pour ça que je préfère un gars, par exemple de l'Oreca, qui a le sens du service, le sens qui est bienveillant, qu'un mec qui est surdiplômé, qui a 20 ans d'expérience, ça ne m'intéresse pas. Il peut m'intéresser s'il a le même mindset, tu vois. Mais ça n'a pas vraiment, c'est pas fondamental pour moi. Ok, donc il y a cette partie vraiment mindset, vision, donc on retrouve beaucoup dans cet esprit entrepreneurial startup. Mais ouais, donc tu veux vraiment. Donc si je comprends bien, ouais, toi c'est vraiment l'humain. C'est ce que tu dis, hein, tu te centres sur l'humain aussi bien pour la vente, donc tu vas faire attention à vraiment comprendre en profondeur les besoins rationnels et émotionnels de ton client potentiel, enfin de ton prospect. Et en même temps, pour recruter, tu vas aller dans l'humain, tu vas faire attention au mindset, à sa vision, à le former, à passer du temps avec lui, à prendre en considération son secteur géographique et le laisser à cet endroit-là et l'aider à se développer. Donc, ouais, Je vais investir en lui. En fait, je veux dire, je considère, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je considère que j'ai créé une Ferrari. Pour moi, le business model EasyHome, c'est une Ferrari, c'est une Lamborghini, c'est ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas le pilote, on va nulle part. Tu vois ? C'est aussi simple que ça. L'image, je trouve qu'elle est bien choisie parce que EasyHome est un marchand famine. EasyHome, l'année suivante, donc en 2019, marche. 2020, Namur. Tu vois, alors qu'il y avait peut-être 6-7 villes entre les deux. Mais j'ai trouvé une bonne personne à ce moment-là. Puis EasyHome, Liège. Alors, je ne sais pas dans ton secteur, mais moi, la géographie en immobilier, généralement, c'est extrêmement important. Ici, par contre, on a décidé de semer à des endroits qui, dans une vision classique, ne font pas sens. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi est-ce qu'il ne se met pas dans cette petite ville-là, juste à côté ? Pourquoi pas dans celle-là ? Mais c'est simplement qu'à l'instant T, j'ai rencontré une bonne personne en qui j'avais envie de croire et j'ai investi en elle là où elle était. Tu vois ? Donc, ça m'occasionne plus de coûts. Puisque comme tu sais, par exemple sur les réseaux, c'est beaucoup plus facile de concentrer ses efforts. Mais par contre, en termes de qualité, en termes de personnes, ça permet vraiment des choses extraordinaires. Et là, ce que je suis content, c'est que les secteurs commencent à se relier les uns avec les autres. Donc ouais, ça commence à s'étendre. Au final, à faire le même, à arriver sur la même zone que si tu avais fait une démarche plus classique. Mais ok, ouais, je comprends.